Bonjour tout le monde, bienvenue. On a aujourd'hui une super belle édition à vous présenter, donc sur la création d'un livre. Peut-être que vous rêvez en fait d'écrire votre premier livre et vous savez pas par où commencer. Donc là aujourd'hui on va vous parler en fait de certains secrets que vous pourrez utiliser pour écrire votre premier livre tout simplement et que ce soit un succès, pour que ce soit vraiment un succès et que ce soit fait en quelques étapes clés. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous aider aussi à libérer un peu votre créativité et à donner vie à votre histoire, en fait, avec confiance et avec clarté. Bonjour, Emmanuel, bienvenue dans ce podcast. C'est le podcast de Leader, hein. Merci beaucoup. Merci à Rufis pour ton invitation. Je suis très contente d'être là. Bonjour à tous. Oui, alors et en plus, tu es là pour le premier podcast en français, donc c'est la classe, c'est la classe. Je pense que là, il fallait un peu donner, un peu de la sauce là pour les francophones aussi parce que voilà, il y a du bon contenu, quoi. Heu, Super. Ouais. super. Donc est-ce que tu veux te présenter un peu rapidement, Emmanuel, juste, ton parcours? Moi, je le connais un petit peu, mais voilà, pour nos lecteurs ou enfin pour nos pour notre audience. Pour notre public. Ouais, ben, Emmanuel Lebartowski. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Patte de Mouche Accompagnement et j'accompagne des gens à exprimer leur créativité, à écrire leurs livres, à écrire des conférences. Aujourd'hui, on va parler de livres. J'adore les livres. Et je me suis mise à aider les gens, et notamment les entrepreneurs, mais pas que, à écrire des livres parce que suite au confinement, avant et après le confinement, j'ai travaillé avec des marketeurs. L'un des problèmes principaux qu'ils avaient, c'était de se faire connaître de façon durable. Mmh. Et, et pour moi, le livre est vraiment un outil excellent pour ça. En plus, ça permet de se poser, de poser sa pensée, de clarifier ce qu'on veut dire, d'être plus percutant. Et puis, j'adore les livres depuis que je suis petite et je trouvais ça génial d'aider les gens à en écrire. Oui. J'ai ouais, j'ai été, donc je me suis formée en animation d'ateliers d'écriture, pendant presque 20 ans. J'ai animé des ateliers, je me suis formée à l'entretien de coaching et de conseil il y a 3 ans, Mmh au mh. sortir du confinement, quand j'ai décidé, de changer avant je faisais de la rédaction plutôt et Mmh. maintenant je fais vraiment, de l'accompagnement à l'écriture. Et Je je pense fais que tu dois être bien demandé, hein. mais ça, on peut toujours faire mieux. Super. Écoute, moi, surtout la première question, enfin, c'est-à-dire surtout en mode discussion parce que, voilà, moi aussi, hein, je suis preneuse, hein, peut-être un jour, j'aurai envie d'écrire un livre et je suis sûre qu'on a beaucoup de personnes ici, qui écoutent, qui aimeraient évidemment se lancer. Et puis finalement, la première chose, c'est, voilà, comment trouver l'inspiration et surtout comment choisir le bon sujet? Parce que, on peut acheter, voilà, on peut passer beaucoup de temps à investir sur un livre qu'à la fin, personne ne voudra acheter. Enfin, ça sera dur à le «marketer» en guillemets. Il faut trouver des sujets intéressants en fait et puis, qui attirent le public. Est-ce que tu as quelques conseils à donner finalement à tes clients, enfin pour qu'ils puissent choisir des bons titres en fait? Mmh. C'est la première chose qu'on fait. Alors on commence pas par le titre, mais on commence par, heu, sur quoi vous voulez écrire? Mmh. Et quand il s'agit pas de fiction, même de fiction d'ailleurs, mais quand il s'agit de non-fiction en particulier, Mmh. comme il s'agit de gens qui sont des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, ils ont des sujets. Ils ont des sujets sur lesquels ils vendent, soit ils vendent des outils, soit ils vendent des produits, soit ils vendent des services. Mmh Heu mh. et donc ça, c'est là qu'on va aller piocher le sujet. Mmh mh. C'est-à-dire, pour être légitime, vous parlez de choses que vous connaissez. Et donc ça, c'est le premier critère. Un autre critère, c'est choisir un sujet qui intéresse les autres. Donc un peu ce que tu as fait, pour, trouver les questions que tu vas me poser, c'est qu'est-ce que les gens cherchent, en fait? Qu'est-ce Mmh. que mon audience, dans mon domaine, qu'est-ce que les gens veulent savoir, que moi je sais et qu'ils ne savent pas encore? Ou qu'ils ont besoin de savoir hem, pour acheter mes produits ou mes services, par exemple? Mmh. De Quelles sont les connaissances que moi je trouve complètement basiques, mais que les gens ont besoin de connaître.
Pour te Mmh. donner un exemple très concret, j'accompagne quelqu'un qui écrit un roman. L'une des premières choses qu'il m'a demandé, c'est et la question de l'édition, et j'ai expliqué un peu les trois types d'édition qu'on a dans le monde francophone et en particulier en France. Et, et il m'a dit, mais moi, je ne savais pas tout ça. Et pour moi, c'est une évidence. Et donc, Mmh. j'ai fait une série de vidéos sur le sujet sur LinkedIn parce que ça me paraissait tellement évident que j'en parlais pas. Mais Mmh. lui, il se posait la question. Donc, quelles sont les questions que vos clients vous posent? Mmh. Ça, c'est un deuxième moyen de trouver un sujet qui va intéresser tes clients, Mmh. des lecteurs, quoi. Et Mmh. puis, qu'est-ce que quel est votre angle de vue? Il y a plein de sujets, il y a énormément de livres dessus, et on peut se dire: «Ah mais, pourquoi mon livre serait plus lu que les 50 autres qui ont déjà été écrits?» Mmh. Mais en fait, ce que vous apportez personnellement, ce que toi t'apportes, ce que moi j'apporte, ce que quelqu'un, son angle, sa façon de regarder le sujet, sa façon de l'aborder, ça, c'est ce qui aussi va rendre le sujet intéressant et captivant. Et je Mmh. dis ça en ayant interviewé récemment Camille Gillet qui a écrit sur le storytelling. Il y a depuis 10 ans, il y a 100 plus de 100 livres sur le storytelling, rien que chez Erol, qui pourtant lui a édité son livre. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont édité? Alors il y a des questions parce que c'est un marché et qu'il y a du monde sur ce marché. Et donc il y a des gens qui vont acheter comme moi ou comme d'autres, pas un ou 2, mais 3 ou 5 ou 10 livres sur le storytelling. Et tout ce que quelqu'un va ajouter et qui aura de la valeur, et ben ça va m'intéresser. Mmh. Donc, une fois que tu as le sujet qui intéresse les gens, ton angle, ta façon de le prendre, ta façon de le considérer, ta façon de le proposer, ça va captiver les gens. Mmh. Alors d'abord, il faut que toi, tu trouves ça captivant. Si tu proposes un truc qui t'ennuie, tu y arriveras jamais. C'est sûr. Mais, si ça t'intéresse, si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu as envie de le de le partager, de le transmettre, là, il y a quelque chose à faire, c'est sûr. Puis là, évidemment, enfin, il faut aller un peu creuser sur internet, voir évidemment Exactement. ce qui a été publié, Mmh. et puis, voir qu'est-ce qui manque en fait dans la littérature éventuellement. Heu Absolument. et puis après, voilà, quels sont les il y a beaucoup de sites aussi, hein, disponibles sur, les questions un peu type des internautes, les questions un peu type, des lecteurs et puis ça, et vraiment, il faut vraiment se renseigner sur quel type de plateforme on peut finalement trouver des réponses. Tout à Aller fait. aller aussi peut-être sur Amazon ou autre, j'imagine, non? Oui, alors ça, c'est aussi des très bons, c'est-à-dire aller voir ce que les autres ont publié. Mmh. À quoi ressemble votre marché, le marché de votre niche? Mmh. Et puis, ce que tu as dit, aller voir sur internet, aller voir la console de recherche Google, aller voir, Mmh. ce qui se passe sur Amazon, ce qui est vendu, ce qui est pas vendu, ce qui se fait, ce que les questions que les gens posent sur Quora, sur d'autres Ouais. sites, sur d'autres forums. Hem et puis interrogez vos clients. Pourquoi Ouais. ils sont venus vous voir? Mmh. Interrogez vos prospects. Faites un questionnaire tout simple de recherche, quoi. Qu'est-ce que les gens veulent? Mmh. Qu'est-ce qui les intéresse? Bon après disons que oui, c'est sûr pour un entrepreneur, ça a du sens de partager finalement, son expertise de cette manière, ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Mais pour un manager, enfin quelqu'un qui finalement, Ah, n'est pas dans l'idée dans l'entrepreneuriat, mais tout simplement, de partager ses connaissances ou son expertise, est-ce que ça vaut la peine aussi de se mettre dans ce type de projet, en fait? alors pour moi, oui, mais Ouais. alors déjà, d'abord, c'est une très, très bonne question. Tu as plein de gens qui sont doués pour d'autres choses que là où ils travaillent. Mmh. Tu as des gens qui travaillent, qui sont, je sais pas, managers, comptables, experts comptables, ou autres, mais qui ont une passion pour le surf ou pour, les animaux ou pour, la je sais pas, j'invente le roller, ce qu'on veut en fait. Mmh. J'ai rencontré un monsieur, qui était venu, qui démarrait, une structure. À côté, il était salarié, il travaillait comme, manager dans une grande boîte. Mmh. Mais il avait envie de développer autre chose. Il s'était formé à l'hypnothérapie, il avait envie de parler d'hypnothérapie et c'est là-dessus qu'il voulait Mmh. d'hypnose et d'hypnothérapie, c'est là-dessus qu'il avait envie d'écrire un livre, pas Mmh. sur son travail et c'est OK, au contraire.
Si c'est Mmh. ta passion, tu sais d'autant mieux ce qui va intéresser les gens. Mmh mh. Enfin, pour moi, il y a vraiment, et alors c'est intéressant à condition que tu aies envie d'écrire, bien sûr, parce que ça prend un peu de temps et Mmh. qu'il faut le temps de le faire. Ça apporte, il y a une très forte légitimité et une crédibilité intérieure et pas juste Oui, externe, mais vraiment intrinsèque, ouais, qui vient d'avoir fini son livre. ouais, Que tout tu à l'aies fait. publié ou non. Et quand tu l'as publié, il y a encore plus de il y a comme une puissance, hem, interne, en fait. J'ai réussi à le faire, Oui, je suis allée jusqu'au bout, oui, je l'ai publié, que tu l'aies auto-édité ou édité chez un éditeur, hem et je fais la promotion. Les gens te regardent tout à fait autrement quand tu es oui, auteur. Ça crée un autre type de conversation, tout même à fait. avec des collègues de travail, même avec, alors il y a des gens qui font ça avec des pseudonymes, il y a des gens qui font, hem, je prends l'exemple de Martin Winkler, l'écrivain. Il Mmh. est médecin dans le courant, dans sa vie courante et c'est pas il porte pas le même nom. Mmh mh. Il a pris un nom de plume. Tu as Ouais, d'autres gens, au contraire, qui vont utiliser leur propre nom. ouais. Heu, on sait bien que, Romain Gary a cherché plusieurs noms avant de trouver le nom de Romain Gary et qu'il a même repris un nom qu'il voulait utiliser qui était Émile Ajar pour écrire un autre livre et vérifier si vraiment il était si bon que ça et Émile Ajar a eu le je sais plus un prix, le concours ou le Nobel. Non, non, le concours, le Nobel, ça n'a rien à voir. Mmh. Mais donc i le nom va jouer, mais ça joue l'écriture, elle joue l'écriture d'un livre. Ça Mmh. veut dire que vous avez fini quelque chose, que vous l'avez, qu'il est capable d'être médiatisé, il y a vraiment quelque chose qui combat le syndrome de l'imposteur. Mmh mh. Là, je viens de rencontrer, Bruno Loiret qui a écrit un livre. Il l'a pas promu, très peu promu, pas promu, il fait pas de communication. Juste le fait d'avoir réussi à écrire et publier son livre, Mmh. hem, tu peux sentir que ça lui a permis de poser toute sa méthode, toutes ses pensées, toute la démarche que maintenant il va vendre parce qu'il est entrepreneur, mais il aurait très bien pu être, salarié ou cadre ou autre chose et poser quelque chose d'une pensée Exactement, ouais. C'est en fait, et c'est être reconnu pour ton expertise et puis en fait, peu importe le statut, manager ou pas manager ou entrepreneur ou pas entrepreneur, je pense c'est tout simplement être bon mmh dans son métier et puis partager tout simplement ses connaissances, en fait et c'est ça, hein, comme tu dis, à la crédibilité et puis poser finalement, le cadre aussi et puis pouvoir, finalement être, reconnu pour, tel ou tel sujet. Et on sait que voilà, on fera appel à toi, parce que, on sait que tu pourras résoudre un problème, tu pourras vraiment pouvoir même éventuellement aussi, animer des formations une ou, conférence. des conférences et tout ça sur le sujet donc Mmh. voilà, vraiment ouais, Premier client, c'était ça. Il est ouais, employé par ailleurs. Il ouais, adore la prise de parole en public et l'art oratoire. Il s'est formé pendant 15 ans et il a écrit son premier livre sur l'art oratoire, qui s'appelle «Le charisme pour prendre le pouvoir» ouais. et hem et pour lui, c'est quelque chose, ça fait 20 ans qu'il veut être conférencier, qu'il a, et qu'il a envie et donc il veut asseoir sa légitimité dans ce domaine-là, même si ça n'a rien à voir avec le domaine dans lequel il est employé et Ouais. c'est OK. Mmh mh, mmh. Pas d enfin, on n'est pas ob heureusement pour nous, on n'est pas monolithe. J'aime l'écriture, mais j'aime la natation, la marche, le management, le leadership, je sais pas, n'importe, Ouais. enfin, j'aime, l'aquarelle ou autre chose et on n'est pas obligé de faire et d'aimer et d'être une seule chose. Mmh. Ça, je trouve ça génial, en plus. Je suis tout à fait d'accord. Donc du coup, maintenant, on se lance vraiment dans ce projet-là finalement, donc de rédiger ce livre. Puis il faut penser un peu à la planification, un peu la structure du livre. Est-ce que tu as peut-être des conseils aussi pour un peu, pour élaborer aussi, hein, un livre, le plan d'un livre solide qui se vend et qui est bien structuré? Enfin finalement, je sais qu'il y a des outils comme,
Kindle, sur Amazon par exemple, où finalement moi je regarde, hein, avant même d'acheter un livre, je regarde juste, Le la point. table de matière et puis voir, qu'est-ce qui va être traité dans ce livre? Parce que sinon après je suis déçue, enfin, j'achète sur internet, de cette manière-là, donc au moins j'ai le menu disons. Si je suis en bibliothèque, bon, j'y vais, je regarde, j'ai tous les chapitres et puis c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que, on achète souvent un livre à son menu, hein, disons. Donc comment bien Un peu choisir comme cette le plat, comme dans les comment? restaurants. Un peu comme dans les restaurants, je dis. Ouais, ouais, c'est vrai, hein. On rentre parce que le menu nous intéresse. Oui, Et ben, oui, tu as tout à fait raison. C'est oui, pareil. ouais. Alors, la première chose, c'est une fois que tu as ton sujet, il faut que tu connaisses ton objectif avec le livre. Mmh, C'est la première chose, c'est la chose la plus importante. Si les gens ne connaissent, si tu ne connais pas ton objectif pour l'écriture de ce livre, tu ne sauras pas où tu vas. Et ça, mmh, c'est pour tout, en fait. Mais quand tu écris, du coup, tu as vraiment besoin de savoir où tu vas. mmh, Donc, la première chose, c'est quel est mon objectif. C'est-à-dire, peut-être que je veux poser mon expertise, peut-être mmh, que je veux et transmettre un savoir sur l'hypnose ou sur autre chose. Je mmh, reprends l'hypnose parce que c'est mon... Pour moi, par exemple, je suis en train de finir mon livre, c'est vraiment déployer ma méthode pour que des gens qui n'ont pas forcément envie ou besoin de mon accompagnement puissent écrire leur livre. mmh mh. Ça, c'est mon objectif. Et donc, une fois que j'ai cet objectif-là, et ben, du coup, je brainstorm toutes les idées qui me viennent, je les pose. Alors, il y a des gens, ils font des mind maps, il y a des gens, ils font des listes, il y a voilà, ça dépend. Il y aura plein d'exercices dans le bouquin sur l'art des listes et comment on brainstorm ces idées et aussi pour les creuser. Parce que c'est Mmh. bien d'avoir une idée, mais si c'est juste 3 lignes, ça va être dur à écrire. Ouais, L'idée, c'est vraiment à chaque fois de creuser chaque idée pour en faire quelque chose. Et puis ensuite, on structure. Ah bah ça se met d'abord, de façon logique, hein. Quand je ouais. pense à, exactement comme quand tu me poses des questions, la première chose qu'on va faire, c'est travailler le sujet. Mmh. Ensuite, on va travailler peut-être la procrastination, par exemple. Je pense à Mmh. l'écriture, hein, je le prends comme exemple. Mmh. Ensuite, parce que s'empêcher d'y aller, c'est le truc le plus important à dépasser pour réussir à écrire. Il faut Ouais. d'abord écrire. Ensuite, tu planifies, tu structures, tu brainstorms, tu penses, et puis ensuite, tu travailles tes histoires, tu travailles les narrations, tu travailles le storytelling, les histoires que tu vas raconter, ton histoire, celle de tes clients, celle des gens autour de toi, des exemples imaginaires ou non. Et Mmh. donc, et tout ça, tu vas le rentrer dans ta structure. Mmh. Et ensuite, pourquoi le faire avant? Et c'est une très bonne idée d'avoir posé les questions avant, parce que ça va t'aider à pas te perdre en chemin. Ouais. Parce que si tu sais où tu vas, que tu as ton objectif et que tu as ta structure, tu as ta planification, Mmh. tu sais, ton lecteur, il sait où il va, mais toi, tu sais où tu vas. Et après, ça va bouger. Mmh. Parce que, je vais te prendre un exemple, donc j'ai travaillé avec Delphine Besset-de-Runck qui a écrit un livre, très bon livre que je conseille. Ça s'appelle «Comment un sourire peut changer le monde». C'est un petit livre en plus, c'est pas très grand et mais elle sait faire beaucoup plus de choses que juste aider les gens à sourire, tu vois? Mmh mh. Mmh. Elle est, coach, elle est conférencière, elle est formatrice, Mmh. donc tout ce qui est du côté de l'optimisme, donc à chaque fois, pour resserrer le sujet et pour que ça reste autour du même objectif, Mmh comment mh. un sourire peut sauver le monde, et ben, il fallait rester sur l'objectif du sourire. Donc on a enlevé, elle m'a dit: «Ah mais je sais faire il y a ça» et j'ai dit: «Mais non, mais ça, est-ce que ça parle du sourire?» Elle me dit: «Ah non, c'est la CNV, on l'enlève». Mmh. Même si c'est très intéressant en soi. Mais Mmh. juste, non, on l'enlève. Et puis tel sujet, on avait, je sais plus, je crois qu'il y avait un chapitre, on s'est rendu compte qu'en fait, au fur et à mesure de l'écriture, qu'en fait, c'était pas un chapitre qui existait vraiment. Donc on l'a enlevé. Ce qu'il y avait dans ce chapitre était en fait dans un autre chapitre. Et Ouais, ouais. puis, hem, moi, sur le mien, j'ai plusieurs chapitres, ils étaient tellement gros qu'il a fallu les scinder en 2 en Ouais. disant: «Non, ça va pas ensemble, ça c'est tel sujet, ça c'est tel sujet». J'en ai même un, je l'ai scindé en 3. Mais au Ouais. début, je le savais pas. Ouais. Heureusement, j'ai ma ligne directrice et Mmh. donc quand j'avance, et ben, je vois ce qui se passe Ouais, et c'est ça. donc le plan, il Il change. s'ajuste. Ouais, Ouais, il change, il évolue, hein, c'est il ça. évolue. Donc tu poses une base, disons, le squelette, puis Voilà. après bon, c'est sûr qu'en développant, bah, tu vois un peu,
ce que tu creuses et comment tu le creuses et puis après, ben, évidemment, il faudra après ajuster, adapter. Donc c'est vrai que ça aide d'avoir quelqu'un, hein, moi je enfin, qui t'aide dans ce processus et puis bon surtout, la première chose, le premier frein qui ferait que peut-être on n'oserait pas aller jusqu'au bout, c'est que c'est un travail monstre en fait, ça va te prendre énormément de temps, d'écrire un livre. Moi je sais pas, moi j'entends vraiment des gens qui disent: «Ah mais non, mais tu peux écrire un livre en 2-3 mouvements», d'accord, mais heu, bon, je Ils sais pas. exagèrent. Alors alors il y a 2 choses, ça dépend, il y a plusieurs choses dont ça dépend. Un, c'est est-ce que tu acceptes que ton premier jet ne soit pas le dernier jet? Mmh, Si tu as besoin que ton premier jet soit parfait, tu l'écriras jamais ton livre. Ça va te prendre, des lustres mmh, et le premier jet ne sera jamais parfait parce que c'est un premier jet, il est fabriqué comme ça. Donc la première chose qui empêche les gens, je pense, parce que c'est un gros travail, c'est la peur. mmh mh, Il y a plusieurs types de peur. J'en parle dans mon livre. Tu as la peur d'y arriver. «Oh, mais qu'est-ce qui va se passer?» Tu as la peur de ne pas y arriver et donc de perdre du temps. Et mmh, puis on est très bien qu'on perde du temps tout le temps sur les réseaux. On s'imagine qu'on perd du temps en faisant quelque chose. C'est pas vrai. mmh On s'imagine aussi que, on a beaucoup d'imaginaires autour de: «Ah mais ça va intéresser personne, mh, ah mais» et je me suis rendu compte, par exemple, moi j'avais cette peur que, bon, je vais écrire un livre sur l'écriture, mais en fait, il y en a déjà plein et j'ai réalisé, mais il y en a déjà plein parce que le marché est intéressé, parce mmh, qu'il y a un marché pour ces livres-là. mmh. Donc si, et bah, il y a des marchés dans des chez des gros éditeurs. Mais juste, ça t'a pris combien de temps, par exemple, de faire ton livre? Alors, moi, ça m'a pris beaucoup de temps parce que pendant 1 an et demi, j'ai pas écrit. Je m'occupais de mon père, il était malade, enfin, il y avait tout un ensuite, il y a eu le deuil, c'était compliqué. Donc mais en fait, j'ai mis 3 ans, donc 1 an et demi à vraiment travailler et j'ai fait parce que je suis un peu perfectionniste et fatigante pour ça, j'ai fait, 7 versions. Tu es pas obligé de faire 7 versions, d'accord? Tu Waouh! peux faire 2 ou 3. Ouais, 3, c'est bien. Moi, je suis juste, comme j'ai eu une grosse période où je n'y travaillais plus, ouais, ensuite, il a fallu se remettre dedans et j'avais évidemment tu as trop de temps pour réfléchir et pour avoir d'autres idées. ouais, ouais, ouais. Hem Et après, j'ai fait relire, par 4 personnes différentes. Ah ouais. La première personne qui m'accompagnait, ensuite ma sœur a relu mon livre, elle m'a fait des retours, donc il a fallu réécrire. Ensuite une personne, une correctrice, une première correctrice relectrice que j'ai payée et là c'est la personne qui va m'auto-éditer qui m'a refait une correction et je suis en train de faire la 8e version. Mais la plupart des gens, Delphine, elle l'a fait en 6 mois, son livre. Delphine Besséderinck, tu vois? Elle était très focalisée, elle voulait qu'il sorte, avant. Ça aide beaucoup pour éviter C'est de qui perdre trop Delphine? de temps. Delphine Besséderinck, c'était une de mes clientes qui a écrit D'accord, Comment un sourire le livre sur le sourire et d'accord, elle voulait le faire en 6 mois, elle l'a fait en 6 mois. d'accord, OK. Je pense qu'avoir une échéance, elle voulait le sortir avant, le Noël, 2021 et Mmh mh. donc elle a sorti son livre avant Noël 2021 pour qu'elle puisse l'offrir ou le vendre pour Noël. Et et je pense que ça aide beaucoup. Moi, j'avais pas d'échéance Mmh mh. et la première chose que je me suis dit, c'est que la prochaine fois, il faut que j'en ai une. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu en es à ta 8e version et c'est Oui, mais mais c'est c'est ouais, fini là, c'est là, juste c'est bon, des tu voilà. petits du cosmétique. Donc tu vas bientôt sortir ton Je vais le livre? sortir là, je pense en avril. D'accord, Je vais OK. faire une semaine de lancement, pour le livre. Mais alors du coup, oui, bon, Delphine, alors elle l'a fait en 6 mois. Elle avait pas de vie à côté que elle s'est consacrée entièrement à son livre, c'était comment? Alors non, elle avait du temps et puis elle a consacré du temps. Mmh. Elle m'avait expliqué alors ça dépend aussi des gens. Mmh. Tu as des gens, ils ont besoin de passer une demi heure ou une journée sur leur travail d'écriture. Ils peuvent pas faire, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure par jour. Mmh. Elle pouvait pas. Moi, je lui ai demandé au départ, elle m'a dit: «Non, non, je vais prendre 2 demi-journées toutes les semaines». Donc 3 heures, 4 heures, ça dépend des tu vois? Ou et elle l'a écrit, mais je connais quelqu'un qui a écrit son livre en 1 mois. Ouais, Elle s'appelle Marie-Claire Ebalé, ouais. et elle a écrit un livre, ça s'appelle, Manager, heu
Manager heureux et serein, ou je sais, performant et serein. Et elle l'a écrit en un mois. Elle travaillait toute la journée. Le Mmh, soir, elle rentrait chez elle et elle écrivait tous les soirs. mmh. Et elle a même eu un petit peu moins d'un mois parce qu'il y a eu un week-end, parce que le week-end, elle l'utilisait aussi pour écrire et relire. Elle a eu le mariage de sa sœur. Mmh. Donc, elle n'a pas pu écrire pendant un week-end entier. Et elle a écrit son premier jet comme ça. Donc, moi, j'étais épatée quand je l'ai rencontrée. Je suis incapable de faire une chose Elle pareille. est Moi, c'est prendre du temps. disciplinée. Elle est disciplinée. C'est C'est vraiment la incroyablement rigueur, discipliné. la Mais dis la plupart ouais, des gens vont mettre une année. ouais, ouais. Tu vois, ils vont mettre 6 mois. En 6 mois, tu peux faire le premier jet. Mmh, Et ensuite, parce qu'une fois que tu as construit ton plan, la seule chose que tu as à surmonter, c'est le fait que comme tu as peur, et comme on est tous comme ça, et ben, toutes les autres choses que tu as dans ton emploi du temps, et on a plein de choses, hein, éventuellement, les gens, ils ont des enfants, ils ont un mari, ou ils ont un compagnon, ou ils ont des activités, ou ils ont du travail, et des fois, ils ont un travail salarié, un travail à côté, ouais, une entreprise qu'ils montent, une association, un machin. Donc, tout le mmh, monde a pas de temps, en fait. mmh, La question, c'est quel est le temps que tu prends pour ça? mmh, Et, et voilà. Et des fois, et ben, enfin voilà, bon, mon père est décédé, donc il y a eu tout un truc d'accompagnement, de machin, où je ne pouvais pas écrire. mmh, J'avais autre chose à faire. Et j'ai une cliente comme ça qui avait commencé à travailler avec moi, et puis son mari est tombé gravement malade. Ben écoute, elle s'occupe de son mari. mmh. À un moment donné, il faut faire des choix dans la vie, et le livre, c'est pas forcément le bon choix. Ouais, Même si c'est dur de dire ça, mais c'est la réalité, tu vois. C'est pas ton enfant a un problème, ta famille, hein, voilà, il y a des choses qui passent avant. Tu as besoin de trouver du boulot absolument, bah, tu te concentres sur trouver du boulot et tu te concentres pas sur écrire ton livre. mmh, Mais si tu peux, une fois que les choses sont à peu près stables, mmh, si tu choisis de l'écrire, mmh. tu choisis de prendre le temps et Ouais. de sacraliser ce temps d'écriture. Super, donc en fait, moi, les clés que je retiens, c'est évidemment discipline, rigueur, surtout avoir un objectif, commencer déjà par l'objectif clair avec et se poser finalement des rendez-vous avec soi-même, je pense. Ouais. Bien se le mettre dans l'agenda, et puis là, de se fixer, soit des demi-journées, soit quelques heures par jour, soit voilà, trouver le rythme qui nous correspond, je pense et puis, et s'en tenir en fait. Ouais. Il faut vraiment, voilà, essayer de s'en tenir pour pas non plus trop prolonger parce que quand je pense que l'effet d'avoir trop de temps, se de laisser trop de temps, bah, ça permet justement de s'éparpiller et puis Fou. de laisser, vraiment le temps à trop de réflexion et puis c'est pas forcément, très productif, voilà. C'est un peu ce genre Exactement. Exactement. Il y a heu, des techniques aussi pour être créatif, parce que ouais. euh, pour surmonter la page blanche et la peur de la page blanche. La Mmh mh. planification aide. Et moi, ce que je propose, c'est des ateliers d'écriture et de créativité, Mmh. justement parce que ça aide à surmonter. En fait, l'intérêt des ateliers, mais que ce soit les miens ou ceux des autres, hein, il y en a partout des ateliers Ouais. d'écriture, il y a des propositions d'écriture partout en ligne. La seule question, c'est quand tu es en atelier, tu as une forme de contrainte qui est plus forte. Et dans cette contrainte, tu as plus de liberté pour ta créativité. Mmh. Et Mmh. donc, l'idée, c'est de proposer aux gens des ateliers pour qu'ils se permettent. D'abord, ils se bloquent un temps donné là-dessus. Et donc, Mmh. du coup, c'est un temps, voilà, sacralisé. On n'y touche pas, on vient écrire. Et puis, surtout, tu vas te donner le, la contrainte qu'on va te donner, la consigne, la proposition d'écriture. D'accord. Elle te permet d'écrire parce qu'elle est contraignante. Mmh. Si D'accord. tu dis juste aux gens, et c'est ça le plus dur, c'est allez-y, écrivez. Ah, Ouais. je Ouais. commence avec quoi? Je fais quoi? Non, Ouais. trouve-toi une consigne, peu importe laquelle. Et ça va construire en fait Mmh. l'écriture. Et ça évite la page blanche. Pour moi, c'est l'un des outils Mmh. les plus puissants en fait. C'est les contraintes d'écriture. Et puis, merci pour cette réponse et puis du coup pour la révision, donc toi Ah oui, voilà, tu avais vraiment du coup fait appel à 4 personnes, oui. Tu peux et avoir une seule personne. Il faut avoir quelqu'un qui te relie, ou alors il faut poser ton texte, le laisser pendant, je sais pas, 3 semaines, un mois, et le relire après. Parce que mmh c'est mh. très dur de se relire soi-même. C'est possible, hein, moi je l'ai fait aussi, mais c'est juste très dur. Ouais. Et même, tu vois, pour mes accompagnements, ce que je fais, c'est que je fais les premières relectures, mais quand le livre est vraiment fini, je le donne je propose aux gens de le donner à relire et à corriger à quelqu'un d'autre. Ah oui, non, mais Parce qu'en déjà fait,
Si Tu tu as as le trop livre la tête tout dans le le temps, guidon, ben non, tu tu peux vois plus. plus les fautes, t'es dedans, Exactement. en fait, c'est pas possible, hein. Tu peux Mm. pas. Donc, au moins une personne, si Ouais. les gens ont dans leur entourage quelqu'un, Delphine, elle n'a pas fait appel à un correcteur professionnel, elle a fait appel à quelqu'un qui était excellent en orthographe, genre une ancienne prof de français, Mm. dans son entourage. C'est possible. Faites attention parce que il n'y a pas que les fautes de français, il y a la typographie, il y a des petites choses que les correcteurs savent, en Oui, fait, c'est sûr, ouais. Mm. qui sont dans leur métier. Après, tu Ouais. as des outils comme Antidote que tu peux essayer voilà, pour empêcher les répétitions de plein de mots, parce qu'on a Ouais. tendance à répéter des mots dans des phrases et dans des paragraphes qui se suivent, donc c'est pas forcément pertinent. Il Mm. y a tout un travail sur la typographie, sur les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, voilà. Donc, ouais, Antidote, c'est un très bon outil, mais il faut savoir s'en servir. Et pour moi, le plus intéressant, c'est quand même d'avoir un professionnel qui te relie. D'accord. Au moins, parce que l'un des soucis de l'auto-édition ou même des livres qu'on envoie chez les éditeurs, c'est que s'ils ne sont pas relus et au moins un peu corrigés, un texte qui est plein de fautes dès le début, personne n'a envie de le lire. Mm. Et si vous mettez, que ce soit en ligne ou que vous envoyez à un éditeur un texte plein de fautes, Mm. euh, bah, ça va vous desservir, même si le propos est intéressant. Ben, en parlant d'édition justement, heu, évidemment ça c'est, comme tu l'as dit au début, hein, quelqu'un était venu te voir et puis voilà, tu lui as expliqué un peu, la question de où éditer, avec qui, quoi, ou voilà. Moi je connais toujours pas. Je sais Je peux te toujours le dire, c'est très simple. pas, quelle est la différence entre voilà, aller, contacter un éditeur ou s'auto-éditer en gros, hein? En fait, tu as quatre façons de faire. Mmh. Tu as ce qui est la voie royale et que tout le monde imagine, c'est j'envoie mon livre à un éditeur, Mmh. à plus d'éditeurs, et il prend en charge la totalité de l'affaire et il médite. Et il édite le livre et il fait la promotion et tout ça. Mmh. Donc ça fonctionne. Il y a, les éditeurs, du coup, ont des lettres d'intention qu'ils demandent aux auteurs. Aux auteurs. Faut choisir correctement ton éditeur, Mmh. remplir correctement les lettres d'intention. Il y a plein de modèles en ligne, hein, mais en Mmh. gros, ils te demandent qu'est-ce que c'est ton plan, qu'est-ce que c'est ton intention, qu'est-ce que c'est ta légitimité à écrire ce livre, qu'est-ce que c'est tes réseaux, c'est-à-dire, en fait, ils cherchent s'il y a un marché et si toi, Mmh. tu vas pouvoir avoir du marché. Et Mmh. donc, ils vont regarder, qu'est-ce qui, à ton avis, est le marché pour ce livre. Ils vont te le demander. Ils vont te demander aussi quels sont tes réseaux, combien tu as de personnes qui te suivent, je ne sais plus, enfin plein de choses. Il y a eu à un moment toute une polémique de Bec BD autour de livres de Léa Situation, Léna Situation, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et je pense qu'il a rien compris, le gars. Lui, il est là avec des romans, enfin, qui sont très bien, mais je ne critique pas, mais c'est juste, elle, c'est une youtubeuse qui a 300 000 ou 400 000 ou je ne sais pas combien de followers. Donc, elle, quand elle écrit un livre, Mmh. même s'il y a 1% de son audience qui achète, sur 300 000 personnes, 1%, c'est déjà 3 000 personnes. Et un livre ordinaire sur le marché, il sort avec entre 500 et 5 000 exemplaires. Et 5 000 exemplaires, c'est quand tu es Amélie Nothomb, d'accord? La plupart des gens, c'est dans les 1 000 ou 2 000 exemplaires maximum. Et Et ensuite, la plupart des livres vont revenir, ils vont pas être vendus, tu vois. C'est pour ça Mmh. qu'ils font des petites séries de 500, 1000, tu vois. Donc, quand tu as quelqu'un comme elle, peu importe en fait ce qu'elle va écrire. Mmh. Ça, bien sûr, elle a été coachée, et puis c'est une fille très intelligente, elle a écrit un truc intelligent, ça, j'ai aucun doute. Euh, mais elle, elle a déjà un marché, en fait. Elle C'est a un sûr. marché tout acquis, et si jamais il y a 10% de son audience, tu as 30 000 livres qui sortent. Mmh. Donc, ça, c'est pour les éditeurs, c'est des gens comme les autres, ils ont besoin que leur entreprise soit rentable Ouais. pour payer leurs employés, parce Alors que c'est eux elle, qui s'en mais chargent. elle, pourquoi elle s'auto-édite pas directement? Enfin, je veux dire, enfin, parce Je pense que qu'elle, elle voulait la légitimité que ça apporte en plus et entrer dans ce monde-là. d'accord. J'imagine.
Parce D'accord. elle a une politique très particulière sur sa façon de... Et elle monétise pas son audience, ou en tout cas à l'époque, elle monétisait pas son audience YouTube. Ouais, d'accord. Donc, donc elle monétise d'une façon différente. OK. Elle monétise certainement quand même, puisque voilà, c'est comme ça. Mais elle est du coup pas payée en droit d'auteur par YouTube. Par contre, sur son livre, elle va être payée en droit d'auteur. Ouais, donc, disons, tu as accès à des ressources, à une ressource de professionnels, qui Voilà, savent marketer, enfin promouvoir, et puis surtout monétiser ton outil. Parce que tu te fais l'auto-promotion ou tu te fais l'auto-édition, tu dois tout apprendre par toi-même et c'est un peu voilà, c'est un peu le chemin plus long, disons. C'est voilà. Et puis, alors elle, je sais pas, je suis pas dans sa tête, je la connais pas, tu vois. Je la prends comme exemple parce que euh, elle n'a pas besoin d'une lettre d'intention. Un éditeur va venir vers elle pour lui dire, vous voulez pas écrire un livre, tu vois. Dans ouais. Mmh, sur un plateau où elle a été invitée un jour, enfin j'en sais rien, tu vois. mmh mh. Alors que quelqu'un d'ordinaire, bah, il faut prouver que tu as un marché Ouais, non, mais je à comprends. lettre d'intention. Mmh mh. Et il faut montrer aussi, même si toi, tu n'as pas un gros réseau, si tu Mmh. as un gros réseau, c'est mieux. Et les gens qui te... Et après, prouver que tu sais écrire. Bon, ça, c'est Mmh. autre chose. C'est-à-dire, euh, la plupart des gens, ils vont, dans les lettres d'intention, ils demandent le plan. Mais si Mmh. tu veux vraiment avoir un petit truc de plus, tu donnes aussi un ou deux chapitres. Des fois, ils les demandent d'ailleurs. Mais parfois, ils ne les demandent pas. Mais si tu envoies en plus un ou deux chapitres, ça leur permet de... Ou une intro et un chapitre, ça leur permet de te lire et de voir... est-ce que ton style leur correspond? Est-ce que c'est possible pour eux de t'éditer? Mmh. De façon très pragmatique. Euh, Sachant que ça dépend aussi de plein de choses qui ne dépendent pas de toi. Est-ce que leurs concurrents font un livre sur le même sujet que toi? Si oui, et qu'ils n'ont personne, ils pourront le prendre plus facilement. S'ils ont déjà des écrivains en magasin, parce qu'ils travaillent avec des écrivains qui écrivent régulièrement pour eux. Donc, s'ils ont déjà quelqu'un qu'ils peuvent mettre sur ce sujet, il y a moins de chances que toi tu l'aies. Parce qu'ils préfèrent les chevaux connus aux D'accord. inconnus. Euh, ils vont vérifier que ce que tu as dit, ça existe vraiment. Si tu es sur un sujet d'actualité, la RSE, les femmes, voire les deux en même temps, si tu es sur des sujets qui sortent en ce moment autour des RH, autour du harcèlement, autour des compétences, autour du leadership, ben, tu as plus de chances euh, d'être édité par une maison d'édition à compte éditeur que si tu écris sur un tout petit domaine ou Évidemment, il faut choisir le sujet, il faut choisir le voilà. sujet. Mais Vraiment comme il faut. même dans des sujets de niche, il y a des éditeurs. J'ai Mmh. interviewé Véronica Ziska. À côté, elle fait tout à fait autre chose. Elle a une entreprise, mais elle adore les animaux. Pendant des années, elle s'est passionnée sur l'élevage des lapins, d'un certain type de lapin. Mmh mh. Et c'est là-dessus qu'elle a écrit un livre avec une maison d'édition spécialisée dans ces animaux-là, Mmh. spécialisée dans l'écriture sur la nature, les animaux, etc. Mmh. Donc il y a plein de moyens et il y a plein de domaines dans lesquels on ne connaît pas les maisons d'édition. La Ouais. première chose à faire, c'est aller voir les livres que vous lisez Mmh pour mh. trouver votre éditeur. Euh, Ouais, juste le temps qui passe, Vas-y, on continue. Je on a parle beaucoup, il faut m'arrêter. non, non, mais je veux juste on va essayer de résumer et Ouais, peut-être, finaliser peut-être cette vidéo avec, finalement la confiance, hein, comment, finalement comment, prendre confiance en soi, hein, construire sa confiance pour finalement, écrire. se lancer dans ce projet-là. Parce qu'évidemment, on parle de gens connus, on sent qu'ils ont beaucoup plus de facilité en termes de promotion, tout ça. Comment surmonter ces défis-là, des doutes, voilà, liés à la confiance en soi? Alors, pour moi, il y a un seul moyen, et c'est le plus dur. Pour écrire, il faut écrire. Mmh, Et pour surmonter la peur d'écrire, il faut écrire. C'est un peu comme quand tu montes à cheval ou quand tu montes à bicyclette ou quand tu apprends à conduire. mmh, Tu ne peux le faire et tu ne peux construire ta confiance en toi qu'en le faisant de plus en plus. mmh, C'est pour ça que je conseille les ateliers, parce qu'en atelier, il y a pas de défi, il n'y a pas d'enjeu. mmh. Tu viens, tu écris, tu as un retour normalement, si l'animateur est quelqu'un qui sait animer un atelier, tu vas Mmh. avoir un retour bienveillant et constructif. Mmh mh. Et du coup, ça va te permettre de construire ta confiance dans ton écriture. Mmh. Euh, Après,
Tu as des gens qui aiment pas les ateliers, qui aiment pas les groupes ou qui sont pas à l'aise avec, qui ont peur. Mmh. Tout le monde a peur, hein, mais tu as des gens qui vont passer au-dessus et aller en atelier quand même. L'autre moyen, eh ben, c'est d'écrire un journal, de commencer à écrire, de garder un carnet à côté de soi et d'écrire régulièrement, tous les jours, quelque chose. Voilà, Peu importe quoi. puis vraiment, Juste, c'est se focaliser sur ce qu'on sait et ouais, puis, pas forcément se comparer aux autres et puis, vraiment se focaliser sur nous et puis nos compétences et puis, je pense que et nos idées, voilà, c'est ce notre que créativité. En fait, ça rend créatif d'écrire. Et ouais, plus vous allez écrire, et plus ça va venir facilement, et plus il y a d'idées qui vont venir. Et la plupart des gens, ils viennent en disant: «Ah, j'ai pas d'imagination», quand ils veulent écrire des romans ou de la fiction, ou «Ah non, mais j'ai jamais su écrire», quand ils ont eu des problèmes à l'école, dyslexie ou autre, ou juste on leur a dit qu'ils étaient mauvais pour voilà, les cours en France, de français, c'était un peu catastrophique. Et donc, je sais pas comment c'est maintenant, mais à mon époque, c'était genre les copies toutes rouges de voilà. Non mais voilà. merci Emmanuel, on va juste couper On parce va que c'est vrai s'arrêter, que c'est d'accord, un peu pardon. long. Il y a Mais plein de choses dont on n'a pas parlé, il faudra le dire une prochaine fois. non, mais on essaiera de faire une deuxième édition alors. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Merci à toi pour tes franchement, questions. c'était une super conversation et puis j'en ai appris énormément et j'espère que vous qui écoutez, vous en avez appris aussi et puis que vous aurez envie finalement de vous lancer en tout cas dans l'écriture. Lancez-vous. Lancez-vous, ne réfléchissez pas, allez-y, quoi. Voilà, juste pour terminer, donc pourquoi j'ai fait cette vidéo? Voilà, c'était tout simplement pour vous aider et puis moi, je me présente aussi rapidement. Je suis donc Orphise Rodriguez, je suis, coach et de carrière et puis, spécialiste aussi en ressources humaines et puis voilà, donc j'aime vraiment, aider les gens à retrouver, en fait, leur potentiel, et l'exprimer, vraiment exprimer leur potentiel pour qu'ils soient épanouis dans leur vie professionnelle. Donc si vous avez, besoin de petits conseils aussi pour vous lancer, dans des projets et vous avez besoin d'une coach vraiment pour réaliser des projets, ben, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis donc à tout bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci, au revoir.